Alors, la circulation internationale des idées dépend d'une série de facteurs sociaux et de l'action d'intermédiaires. Au sein du champ académique, cette circulation s'inscrit dans des cadres et lieux spécifiques, colloques, conférences, revues et livres. La circulation des ouvrages de sciences humaines et sociales constitue un espace d'observation privilégié des mécanismes qui régissent les échanges intellectuels transnationaux. Ces échanges posent tout d'abord la question de la langue de communication. En effet, les sciences humaines et sociales occupent une position intermédiaire entre ces deux pôles, que sont la littérature, fortement liée aux langues vernaculaires, et les sciences de la nature, qui tentent à adopter un langage universel pour limiter les risques d'ambiguïté. Le latin a joué ce rôle par le passé en Europe. Désormais, c'est l'anglais qui sert de langue de communication privilégiée auprès des langues formelles, mathématiques et logiques. Les disciplines de sciences humaines et sociales oscillent entre ces deux options, celles qui revendiquent le modèle des sciences de la nature, comme l'économie et la psychologie, ont adopté la norme de la communication en anglais, tandis que les plus littéraires et les plus liés au cadre national, comme le droit et l'histoire, demeurent attachés aux langues nationales, à l'exception de sous-disciplines comme la littérature comparée ou le droit comparé. L'anthropologie et la sociologie se situent entre ces deux tendances. Les choix linguistiques sont aussi liés au degré d'internationalisation, variable entre disciplines. Ils tiennent en outre aux pratiques de publication. Le modèle des sciences de la nature privilégie le support de la revue scientifique, tandis que le modèle littéraire, qui prévaut dans les humanités, demeure attaché au format du livre. L'histoire, l'anthropologie et la sociologie se situent là aussi entre ces deux tendances, l'histoire étant plus proche des humanités, tandis que la sociologie est plus proche de l'économie sous ce rapport. La circulation internationale des idées dépend donc en bonne partie de la traduction d'ouvrages. Quels sont les ouvrages qui circulent en traduction et pourquoi ? La sociologie de la traduction que je développe au Centre européen de sociologie et de sciences politiques avec mon collègue Johan Heilbronn a établi une méthodologie pour étudier les flux de traduction entre les langues et le rôle des intermédiaires, traducteurs, éditeurs, agents littéraires, universitaires et représentants étatiques. Cependant, la plupart des études quantitatives ont été consacrées à la circulation des œuvres littéraires. Or, la traduction d'ouvrages de sciences humaines et sociales présente des spécificités du fait qu'elle est encastrée dans le champ académique et dans le champ éditorial. Alors, j'utilise la théorie des champs de Pierre Bourdieu. Le concept abstrait de champ désigne des espaces relativement autonomes, régis par des règles et des enjeux spécifiques qui organisent la concurrence entre les agents de ce champ et qui sont structurés par la distribution inégale du capital spécifique à ce champ. Je parlerai le plus souvent de capital symbolique pour désigner ce capital spécifique et je l'emploierai comme synonyme de la réputation, concept utilisé en socio-économie de la culture. Concernant le champ académique, auquel Bourdieu a dédié un ouvrage intitulé Homo academicus, Bourdieu distingue le capital symbolique lié à la reconnaissance par les pairs du capital temporel qui se définit par le pouvoir de reproduction. Le champ éditorial se structure quant à lui autour d'une opposition entre un pôle de grande production, où prévaut la quête de profit économique, et un pôle de production restreinte, régi par des logiques intellectuelles que les agents qualifient de haut de gamme, upmarket, par opposition aux produits dits commerciaux. L'édition en sciences humaines est polarisée entre les ouvrages de recherche, situés au pôle de production restreinte, et les manuels ou les essais pour le grand public, situés au pôle de grande production. Alors, cette conférence propose un modèle d'analyse des facteurs qui déterminent la traduction dans les sciences humaines et sociales et les circuits qu'elle emprunte.
Ce modèle est fondé sur plusieurs études empiriques que j'ai réalisées auparavant et sur une enquête quantitative et qualitative sur les traductions de livres de sciences humaines et sociales de l'anglais en français et vice-versa à l'heure de la mondialisation, que j'ai réalisé dans le cadre d'un projet européen intitulé Interco SSH, International Cooperation in the Social Sciences and Humanities. Au cours de cette période, dite de la globalisation, les États-Unis sont devenus hégémoniques dans beaucoup de domaines, marché du livre inclus. Cette hégémonie a commencé à s'affirmer dans les années 70, marquée par une forte croissance de la production éditoriale. Elle est multipliée par 6 aux États-Unis entre 1957 et 1978, par 3 en France, en RFA et au Japon, selon les données de l'UNESCO. Et aussi, elle est marquée par un phénomène de concentration de l'industrie du livre à travers des fusions-acquisitions. Ce phénomène a renforcé les contraintes économiques pesant sur le marché du livre en augmentant les attentes en termes de profit. Dans le monde anglo-américain, ces contraintes accrues, associées à l'introduction des pratiques de gestion néolibérales dans les universités, ont eu un impact immédiat sur l'édition académique, qui est pourtant protégée par le statut d'entreprise à but non lucratif et donc séparée de l'édition commerciale. Les traductions étant coûteuses, leur nombre a commencé à décliner de ce fait. Par exemple, Cambridge University Press, qui publiait entre 10 et 15 traductions du français tous les ans, n'en publie plus que 2 ou 3 d'auteurs contemporains et 2 ou 3 d'auteurs classiques. Néanmoins, les sciences humaines et sociales françaises sont toujours traduites en anglais, même si le nombre de titres traduits est bien inférieur à celui des traductions de l'anglais en français. Ces flux asymétriques reflètent des échanges inégaux qui doivent être interprétés à la lumière d'un ensemble de facteurs. J'analyserai 6 groupes de facteurs favorisant ou faisant obstacle à la circulation des livres de sciences humaines et sociales en traduction. Les rapports de force entre langue, culture et tradition nationale dans certaines disciplines, le capital symbolique et autres propriétés de l'auteur, les propriétés du livre, le capital symbolique de la maison d'édition, les réseaux éditoriaux et académiques, qui reflètent le capital social, on peut dire, et les aides à la traduction qui renvoient au capital économique. Certains d'entre eux sont spécifiques à cette catégorie d'ouvrages, d'autres sont caractéristiques des traductions haut de gamme, upmarket ou ouvrages de recherche, au pôle de production restreinte du champ éditorial. D'autres encore découlent des rapports de force qui structurent le marché mondial du livre. La traduction sera considérée ici comme un indicateur approximatif, un proxy, pour les échanges intellectuels. Il faut cependant garder à l'esprit, premièrement, que les livres et articles circulent aussi dans leur langue originale, même si c'est dans des cercles plus restreints. Deuxièmement, le fait qu'un livre soit traduit ne dit rien de sa réception, de ses appropriations et des usages qui en sont faits, question qui requiert un autre type de méthodologie que nous avons développée ailleurs. Dans un article sur les conditions sociales de la circulation internationale des idées, Bourdieu met l'accent sur le rôle des importateurs et décrit 3 opérations de sélection, de marquage et d'interprétation. C'est donc sur la première de ces opérations, celle de la sélection, que je vais me concentrer ici. Alors, le premier facteur affectant la traduction est la centralité de la langue d'origine de l'ouvrage dans le marché mondial de la traduction. Cette centralité est mesurée d'après le nombre de traductions faites à partir de cette langue. L'anglais est, selon ce critère, la langue hypercentrale. Dans les années 80, 45% des livres traduits dans le monde provenaient de cette langue, de l'anglais. Et ce taux a atteint, dans les années 90, 59%, au moment où le russe tombait
de 12,5% à 2,5% à la suite de la chute des régimes communistes. Le français et l'allemand ont conservé leur position centrale à l'ère de la mondialisation. Autour de 10% de titres proviennent de chacune de ces langues. L'italien, l'espagnol et le suédois comptent parmi les quelques langues semi-périphériques qui représentent entre 1 et 3% des parts du marché de la traduction. L'espagnol s'est légèrement renforcé. Toutes les autres langues occupent, selon ce critère, une position périphérique n'atteignant pas le seuil de 1%, dont le japonais s'approche cependant depuis les années 90, notamment grâce au succès mondial des mangas. La diversité des traductions, des catégories d'ouvrages traduits d'une langue constitue un deuxième indicateur de centralité. Peu de livres de non-fiction sont traduits des langues périphériques, alors que les langues centrales et semi-périphériques en exportent. Ainsi, sur une base de données de près de 3000 titres de sciences humaines et sociales traduits en français à partir de 11 langues entre 1985 et 2002, l'anglais totalisait 53% des traductions, donc en français, en sciences humaines, suivi de l'allemand, 25%, l'italien, 11%, l'espagnol, 4%, le russe, 3%. La part de toutes les autres langues, néerlandais, polonais, roumain, tchèque, suédois, était inférieure à 1,5%. Alors, le japonais n'était pas inclus parmi les 11 langues, mais en consultant l'index Translationum, j'ai vu qu'il y avait peu de traductions de sciences humaines du japonais en français pendant cette période, alors qu'il y avait plus de 2000 titres traduits en littérature. Cette répartition signale cependant une relative autonomie du marché de la traduction de livres de sciences humaines et sociales. L'allemand et l'italien y sont surreprésentés par rapport à l'ensemble des traductions de ces langues, tandis que l'anglais y est moins dominant, d'autant si l'on considère que cette distribution n'inclut pas les traductions du français, puisqu'il s'agit des traductions vers le français. La centralité de la langue dans laquelle l'ouvrage est traduit accroît aussi les chances pour un livre d'être traduit dans d'autres langues. Les éditeurs intéressés à la traduction d'un livre hors du domaine public souhaitent généralement savoir pour quelles autres langues les droits ont été cédés et se disent favorablement influencés lorsqu'ils apprennent qu'un livre est déjà en cours de traduction ou paru dans d'autres langues. Pour cette raison, les intermédiaires chargés de cession, de droits, agents, mettent cette information en avant lors de la prospection. C'est surtout le cas avec l'anglais, même si pour les ouvrages académiques, la traduction en anglais peut aussi constituer un obstacle à la traduction dans d'autres langues, les éditeurs considérant que les universitaires pourront le lire dans cette langue. Pour atteindre un public international, un certain nombre de chercheurs de pays périphériques choisissent d'écrire directement en anglais ou dans une autre langue centrale. Le français, pour les pays d'Afrique francophone, par exemple, et on peut voir que la carrière internationale du penseur slovène Slavoj Žižek a commencé par la publication de son premier livre écrit directement en anglais, The Sublime Object of Ideology, en 1989. Cette tendance renforce la domination de l'anglais dans le champ global des sciences humaines et sociales. La part relative des sous-catégories de livres de non-fiction, documentaires, essais politiques, ouvrages scientifiques, ouvrages de sciences humaines et sociales, dictionnaires, livres pratiques, etc., varie d'une langue à l'autre et d'un pays à l'autre. Si l'on se concentre sur les ouvrages de sciences humaines et sociales, certains pays apparaissent dominants dans la circulation des idées. Plus de 85% des titres traduits de l'anglais en français entre 2003 et 2013 avaient paru aux États-Unis, 55%, et au Royaume-Uni, 30%. Les disciplines sont aussi inégalement représentées entre les langues et entre les pays. La comparaison de la part des traductions par discipline révèle un autre facteur impactant la traduction d'ouvrages de sciences humaines et sociales, le capital symbolique d'une discipline dans une tradition nationale.
Prenons l'exemple de la philosophie. Dans l'enquête citée sur les traductions de sciences humaines et sociales en français de 1985 à 2002, en provenance de 11 langues, nous avons constaté que l'allemand arrivait en tête dans cette discipline, en philosophie, alors que l'anglais était la première langue pour toutes les autres disciplines. La philosophie totalise par ailleurs près de la moitié des traductions de l'allemand en français, alors qu'elle n'atteint que 16% des traductions de l'anglais à cette époque. La philosophie allemande est dotée en France et ailleurs d'un capital symbolique important, comme en témoigne le fait qu'elle est traduite par de grands éditeurs généralistes. Dans les années 80, Gallimard, le plus prestigieux des éditeurs littéraires en France, a traduit par exemple les œuvres complètes de Heidegger. À l'inverse, jusqu'à une période récente, la philosophie américaine était à peine reconnue en France. Ce n'est que depuis les années 90 que l'on traduit en français des philosophes analytiques et pragmatistes américains. Par exemple, la plupart des œuvres de John Dewey ont été traduites après 2000. Si l'on regarde à présent un échantillon de 715 titres traduits de l'anglais en français entre 2003 et 2013, qui sont extraits de la base de données bibliographique Electre, une base de données professionnelle des libraires, on voit la philosophie arriver en deuxième position, c'est 21% des titres, après l'histoire, qui sont 24% des titres. La philosophie et l'histoire sont aussi les disciplines les plus traduites en sens inverse du français en anglais. La sociologie vient en troisième position, avec 13% des titres traduits du français en anglais et 7% de ceux traduits de l'anglais en français. Cette part relativement élevée de la sociologie, parmi les traductions du français en anglais, est l'expression du capital symbolique accumulé par la sociologie française depuis le rôle joué par Durkheim dans la fondation de la discipline à la fin du XIXe siècle, et surtout depuis la consécration internationale de Bourdieu, sur laquelle je reviendrai. En France, comme dans d'autres pays en Europe et dans le monde, la sociologie américaine a commencé à susciter un intérêt après la Deuxième Guerre mondiale. Le rythme des traductions s'est accéléré dans les années 70 et plus encore à partir des années 90. De façon similaire, quoique plus récemment, le domaine des études de genre, les gender studies, dont Judith Butler est une des figures majeures, s'est constitué aux États-Unis, où il a accumulé du capital symbolique. Notons cependant que le capital symbolique d'une discipline dans une tradition nationale est une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer la circulation des ouvrages dans cette tradition. Cette circulation dépend aussi de l'intérêt pour le domaine en question dans le champ de réception. Par exemple, la psychanalyse se vend bien dans les pays latino-américains et en Angleterre, mais pas aux Pays-Bas où prévalent les neurosciences. Alors j'en viens au facteur du capital symbolique international de l'auteur, qui est une variable indépendante dans la mesure où ce capital est enfermé dans le nom propre de l'auteur. Ce nom suffit presque à soi seul à la prise de décision de traduire une des œuvres de ces auteurs, parfois même indépendamment du contenu du livre. Ce phénomène s'observe notamment pour les auteurs ayant acquis le statut de classique. Les œuvres de Descartes, Voltaire, Diderot ou Montesquieu ont plus de succès en traduction que les titres contemporains. En 1989, Cambridge University Press a publié, par exemple, une édition intégrale de l'Esprit des lois de Montesquieu, et cet ouvrage s'est très bien vendu aux États-Unis, notamment à cause du rôle de Montesquieu dans le cadrage de la Constitution américaine. Certains auteurs décédés sont parfois redécouverts et constitués comme classiques. C'est par exemple le cas de David Thoreau, qui a eu 6 traductions en français depuis 1993, dans le contexte de la montée de la question écologique et de l'intérêt croissant pour les penseurs américains. Les titres d'auteurs des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ne représentent que 3% de l'ensemble des titres traduits de l'anglais en français entre 2003 et 2013. En revanche, ceux des auteurs du XXe siècle décédés avant la fin du siècle atteignent 16%. Certains de ces auteurs sont en train de devenir des classiques. On a déjà évoqué le cas de Dewey, on peut ajouter celui de John Rawls,
dans les années 90, il a été intégré au canon philosophique français. Édouard Saïd est également devenu une référence dans les années 90. Ce processus de classicisation s'observe aussi dans l'autre sens, du français vers l'anglais, avec les auteurs identifiés à la French Theory, notamment Roland Barthes, Jacques Derrida et Michel Foucault, dont M. Ishida Hidetaka est un traducteur important en japonais. À un certain moment de leur carrière internationale, la visibilité et le capital symbolique transnationaux acquis par ces auteurs a commencé à produire un effet Mathieu. Plus ils sont traduits, puis ils sont traduits. C'est ce que le sociologue américain Robert Merton appelait l'effet Mathieu. Ce phénomène s'observe aussi dans le cas de Pierre Bourdieu. Depuis les années 70, les ouvrages de Bourdieu en traduction ont connu une évolution exponentielle, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. D'abord reconnus dans des domaines de spécialisation tels que l'anthropologie, la sociologie de l'éducation, la sociologie de la culture, ces travaux lui ont valu d'être reconnu comme théoricien du social à la fin des années 80, après la traduction en anglais de son livre majeur, La distinction, chez Harvard University Press. Ce livre, réimprimé 8 fois avant d'être réédité en couverture souple, en paperback, en 87 et en 96, ce qui est rare pour un ouvrage aussi volumineux, a grandement contribué à unifier la réception jusque-là fragmentée de l'œuvre de Pierre Bourdieu. Cette réception a favorisé en retour la traduction de ces ouvrages dans d'autres langues, comme l'indique la courbe sur le graphique. Notons cependant que les voies de la réception peuvent diverger d'un pays à l'autre. Au Japon, par exemple, l'œuvre de Bourdieu a été en partie découverte par le biais de l'introduction d'Anna Boschetti à son livre sur Sartre et les temps modernes et a commencé à être traduite et introduite en 1988 par des spécialistes de littérature française, dont Harumi Ishizaki, Haruhisa Kato et d'autres comme Ishii Yojira. À l'instar de Bourdieu, qui a acquis le statut de classique après sa mort en 2002, les auteurs identifiés à la French Theory et au structuralisme ont continué à être traduits en anglais, malgré une baisse d'intérêt dans l'édition académique américaine pour la traduction en général et pour la French Theory en particulier. 8 titres de Derrida, décédé en 2004, ont été traduits en anglais entre 2002 et 2012, et The University of Chicago Press a entrepris de publier l'ensemble de ces séminaires dans un contexte où on tend plutôt à privilégier l'acquisition des droits d'ouvrage isolés et courts. Quelques auteurs vivants sont aussi dotés d'un capital symbolique important. C'est le cas parmi les Français de Julia Kristeva et Hélène Cixous, et depuis un certain temps d'Alain Badiou, Jean-Luc Nancy et Jacques Rancière, également identifiés à la French Theory. Les ouvrages d'auteurs contemporains en vie au moment de la traduction constituent la grande majorité des traductions. C'était le cas de 80% des 715 titres de notre échantillon de traduction de l'anglais en français, cette fois, paru entre 2003 et 2013. Donc, 61 des 477 auteurs contemporains avaient au moins 2 titres traduits, signe d'un intérêt pour l'auteur et pas seulement pour un titre particulier. Le plus traduit, Zizek, 13 titres, est un essayiste prolifique et provocateur, plus qu'un chercheur reconnu. Il est suivi de Judith Butler et Noam Chomsky, tous deux connus pour leurs engagements politiques en tant qu'intellectuels, par-delà leur œuvre académique. Zygmunt Bauman et Richard Sennett, 2 théoriciens sociaux prolifiques, ont 5 titres traduits chacun. Parmi les auteurs ayant entre 2 et 4 titres en traduction et qui sont devenus une référence dans le champ académique français, on peut citer Martha Nussbaum, Stanley Cavell, Hilary Putnam en philosophie, James Scott en sciences politiques, Amartya Sen en économie, Appadurai, Jack Goody, Mahmoud Mamdani, John Scott et Hans Stoller en anthropologie, Frédéric Cooper en histoire, Saskia Sassen en sociologie, Frédéric Jameson et Gayatri Spivak en études littéraires.
Les auteurs vivants, dépourvus de capital symbolique transnational, rencontrent en revanche de nombreux obstacles à la traduction de leurs ouvrages, la réputation nationale n'étant pas automatiquement transférée à l'étranger. Indépendamment du contenu de l'ouvrage et des domaines de spécialisation, certaines propriétés de l'auteur favorisent l'accumulation du capital symbolique international et l'augmentation des chances d'être traduits. Et tout d'abord, le sexe. Les hommes ont plus de chances que les femmes d'être traduits. Seulement 15 à 17% des titres traduits du français en anglais et de l'anglais en français ont une femme pour auteur. La réputation de l'établissement dans lequel ils ont été formés joue évidemment un rôle. Par exemple, les chercheurs formés à Oxbridge, dans la Ivy League, ou à l'École normale supérieure, ou à l'École des hautes études en sciences sociales, sont surreprésentés parmi les auteurs traduits. De même, leur affiliation institutionnelle à un établissement réputé, et on retrouve les mêmes établissements, Oxbridge, Ivy League, EHESS. Et puis, joue aussi le capital social international dans les champs académiques et intellectuels. Alors, j'en viens aux propriétés du livre, qui est bien sûr au cœur de la décision de traduire, surtout quand le capital symbolique de l'auteur est insuffisant en soi. Par-delà la centralité de la langue d'écriture que j'ai évoquée précédemment, il y a au moins 4 facteurs importants. 2 ont trait au contenu et 2 à la forme. En premier lieu, le sujet du livre sera envisagé du point de vue de l'intérêt qu'il est susceptible de susciter dans le pays de réception. Cet intérêt est lié d'un côté à la spécialisation de l'éditeur en termes de discipline, courant, thématique, de l'autre aux modes intellectuels. Par exemple, la gastronomie dans l'édition américaine des années 90, ou plus récemment le thème des émotions. Mais c'est aussi les sujets liés à l'actualité politique ou aux préoccupations économiques et sociales de l'heure. Globalisation, crise financière, handicap, animaux, religion, en particulier l'islam depuis le 11 septembre. Et puis, il y a aussi la question de la mémoire collective et les commémorations, par exemple les révolutions en 2017, année de commémoration de la révolution russe. Le deuxième facteur est l'approche. De façon générale, les textes théoriques tendent à circuler plus facilement que les textes empiriques, comme l'atteste le succès mondial de la French Theory. Le vaste succès du livre de Pascal Casanova, La République mondiale des lettres, paru en 2004 chez Harvard University Press en traduction, illustre la façon dont les essais qui proposent un modèle analytique peuvent devenir des ouvrages de référence, dans son cas sans même avoir de position universitaire. Cependant, certains travaux empiriques sont susceptibles de devenir paradigmatiques lorsqu'ils proposent une approche originale ou renouvellent profondément notre façon de considérer le sujet. Les œuvres comparatives ont aussi plus de chances d'être traduites, surtout lorsqu'elles recourent à des données quantifiées, à l'instar du best-seller mondial de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. De fait, le troisième élément est le style d'écriture. La lisibilité, l'accessibilité à un public de non-spécialistes constituent un critère de sélection des livres à traduire, surtout pour des travaux empiriques. Cette condition ne vaut pas pour les œuvres théoriques. On n'attend pas de Heidegger ou de Derrida d'être facilement lisibles. Dans un entretien, un éditeur d'Oxford University Press a opposé la tradition d'écriture continentale, qu'il décrit comme structurale, et l'écriture narrative anglo-américaine. En France, le souci d'atteindre un public non universitaire est très présent dans les grandes maisons d'édition généralistes et parfois même dans les maisons d'édition savantes. Cela peut conduire à suggérer un changement de titre et des modifications du texte original. Coupe, changement de l'ordre des chapitres. Par exemple, Faktizität und Geltung de Jürgen Habermas fut renommé en français Droit et démocratie. Enfin, la longueur de l'ouvrage est un critère non négligeable. Bien que la norme concernant les ouvrages académiques varie d'un endroit à l'autre, les contraintes pesant sur les traductions sont plus strictes du fait des coûts de traduction.
Ainsi, 2/3 des 680 ouvrages de sciences humaines et sociales traduits du français en anglais entre 1990 et 2007 comptaient entre 100 et 300 pages, et seuls 14% dépassaient les 400 pages. Le délai de traduction entre la parution du livre original en français et sa traduction en anglais est en moyenne plus long pour les ouvrages volumineux, même lorsqu'il s'agit d'auteurs dotés d'un capital symbolique conséquent comme Bourdieu, ce qui signifie que la décision de traduire a été prise longtemps après la publication originale, généralement une fois que l'auteur a acquis une renommée internationale. Il y a bien sûr des exceptions, comme La Distinction de Bourdieu, paru en anglais 5 ans après sa sortie en France en 1979, ou Le Capital au XXIe siècle de Piketty, paru en anglais 1 an après sa sortie en 2013. Tous deux ont été publiés par Harvard University Press et sont immédiatement devenus des ouvrages de référence. Une autre exception est le livre de Philippe Descola, Par-delà nature et culture, paru en 488 pages, paru en 2013 chez The University of Chicago Press, 7 ans après l'original en français. L'ambition théorique de l'ouvrage est l'inscription de son auteur, professeur dans une institution prestigieuse, le Collège de France, dans l'héritage lévi-straussien ayant convaincu les éditeurs. Donc là, c'est un graphe sur les traductions des livres de Bourdieu selon le nombre de traductions en verticale et le temps, le délai de la traduction. Donc vous voyez que les ouvrages les plus gros ont mis plus de temps à être traduits. Alors, le capital symbolique de l'éditeur. On voit que le capital symbolique de l'éditeur de Bourdieu et de Piketty, Harvard University Press, a certainement joué un rôle non négligeable dans la vaste réception du livre dans le champ académique et au-delà aux États-Unis et dans le monde. Si l'éditeur de la traduction impacte la réception du livre dans le pays d'accueil et parfois au-delà, les chances pour un livre d'être traduit dépendent aussi du capital symbolique de l'éditeur d'origine, lorsque l'auteur n'est pas encore très connu dans ce pays et en l'absence d'un agent. Une enquête précédente que j'ai réalisée sur les traductions littéraires du français aux États-Unis a montré que 29% des titres traduits entre 1990 et 2003 étaient parus chez Gallimard. Les éditions du Seuil, donc là c'est pour la littérature, les éditions du Seuil suivaient avec 7%. Cependant, le capital symbolique de l'éditeur varie d'un domaine à l'autre. En sciences humaines et sociales, c'est le Seuil qui arrive en tête, avec 16% des contrats de traduction signés entre 2002 et 2012. Et il est suivi d'un tout petit éditeur, qui est Galilée, qui a 11%. Et en fait, sa position dans ce classement tient au capital de son principal auteur, qui est Derrida. Gallimard n'est ici que 3e, 7%, suivi de près par Fayard et par les presses universitaires de France. On notera que la plupart des principaux exportateurs de sciences humaines et sociales françaises sont des éditeurs généralistes. Ceci tient à l'investissement des éditeurs généralistes en France, comme dans d'autres pays, Allemagne, Italie, Espagne, Argentine, dans les sciences humaines et sociales, à la différence des éditeurs anglo-saxons, anglo-américains, commerciaux, qui n'investissent que très rarement dans les sciences humaines et sociales, à l'exception de quelques petits éditeurs britanniques radicaux, radical publishers, qui traduisent des ouvrages de sciences humaines et sociales pour accumuler du capital symbolique critique. À l'inverse, ce sont les presses universitaires qui exportent le plus d'ouvrages de sciences humaines et sociales de l'anglais vers le français, en particulier celles dotées d'un capital symbolique conséquent. Ainsi, pour la période 2003-2013, Cambridge University Press et Oxford University Press arrivaient en tête, suivis d'un éditeur radical, Verso, puis de Polity Press, éditeur spécialisé dans les sciences humaines et sociales. Il est notamment le principal éditeur de Bourdieu en anglais. Les presses universitaires américaines sont Harvard University Press, Princeton, Yale, Columbia, the University of Chicago Press, the University of California Press. Alors j'en viens au réseau. Comme je l'ai mentionné précédemment, la traduction d'ouvrages de sciences humaines et sociales dépend à la fois du champ académique et du champ éditorial. Il nous faut donc identifier
les agents et réseaux qui participent à cette circulation. Éditeurs, chargés de session, agents littéraires, universitaires, institutions de recherche. Les agents du champ éditorial comptent tout d'abord les éditeurs. Certains éditeurs ont des contacts et relations directes avec leurs homologues étrangers et échangent régulièrement des informations lors de foires du livre ou par téléphone, e-mail et autres, constituant un réseau éditorial transnational. Ces réseaux reposent en bonne partie sur le capital symbolique et social des éditeurs. Par exemple, the University of Chicago Press a acquis plus de 3 titres du Seuil, de Gallimard et de Fayard entre 1990 et 2007. Parfois, ces réseaux sont médiatisés par des auteurs. Par exemple, pendant la même période, Stanford University Press a fait paraître 24 titres de Derrida acquis auprès de son éditeur Galilée. De même, 11 des 24 titres de Kristeva publiés chez Columbia University Press avaient paru chez Fayard. Et Cornell University Press a acheté 3 titres de Gérard Genette auprès du Seuil. Or, ces connexions régulières favorisent aussi la circulation d'autres titres. Par exemple, Columbia University Press a acquis au moins 6 autres titres de Fayard et Cornell 4 autres du Seuil pendant la même période. Notons en outre que les échanges entre ces éditeurs ne sont pas limités à la non-fiction. Par exemple, The New Press publiait aussi de la littérature traduite du français. Les échanges entre maisons d'édition sont relayés non seulement par les éditeurs, mais aussi et surtout par les chargés de cession de droits qui envoient des catalogues, écrivent des pitchs, entreprennent la prospection, se rencontrent dans les foires du livre, conduisent des négociations et suivent le processus de traduction. Ils constituent souvent leur propre réseau et ont leur propre réputation et crédit. Qui plus est, les échanges sont fondés sur des affinités électives. Bien qu'ils soient censés promouvoir tout le catalogue de l'éditeur, ces chargés de cession tendent à se focaliser sur les titres qui rencontrent le plus de succès et qui sont donc les plus rentables, produisant en acte l'effet Mathieu en concentrant l'attention sur quelques noms et titres au détriment des autres. Toutefois, certains d'entre eux mettent en place des stratégies pour des livres qu'ils souhaitent promouvoir parce qu'ils les trouvent bons personnellement. Les agents littéraires qui représentent l'auteur sont moins présents dans le secteur académique que dans celui de la littérature. Cependant, ils ont quelques chercheurs dans leur catalogue, tels que Jared Diamond, le biologiste, évolutionniste, anthropologue et géographe, auteur de livres de vulgarisation scientifique qui se vendent très bien. Les agents littéraires sont en effet plus intéressés par des livres visant un large public non universitaire, comme le best-seller de David Bellos, Is That a Fish in Your Ear, représenté par l'agence britannique Janklove Nesbitt. Certaines agences financées, au moins partiellement par les États, jouent parfois aussi un rôle dans cette circulation. Tel est le cas de la French Publishers Agency, qui choisit une liste de titres publiés par des éditeurs français, effectue le travail de prospection, agit comme un intermédiaire dans la négociation des contrats entre 2 éditeurs, veille au respect des délais de traduction une fois le contrat signé et suit les ventes. Les titres de non-fiction représentent plus de la moitié du catalogue de la French Publishers Agency. Et Corinne Quentin, qui est directrice du bureau du copyright au Japon, joue le même rôle ici. Dans nombre de cas, la circulation des ouvrages de sciences humaines et sociales implique également des agents et des réseaux académiques. Les universitaires peuvent recommander à un éditeur un ouvrage à traduire, soit parce qu'ils connaissent l'auteur, capital social, soit parce qu'ils le trouvent important pour le champ de réception. Dans l'édition de sciences humaines et sociales, réseaux académiques et réseaux éditoriaux sont plus ou moins imbriqués. Les universitaires occupent souvent des fonctions de directeurs de collection. Comme pour les éditeurs, les directeurs de collection transfèrent leur capital symbolique aux auteurs qu'ils publient. En France, dans les années 60, plusieurs collections de sciences humaines et sociales ont été créées par des éditeurs généralistes qui ont recruté pour les diriger des chercheurs de renom comme Pierre Bourdieu chez Minuit, Pierre Nora chez Gallimard, Paul Ricoeur au Seuil, Tsvetan Todorov et Gérard Genette au Seuil aussi. Pour certaines de ces collections, la traduction a été un moyen d'accumuler du capital symbolique. Par exemple, sur la moitié des 63 titres parus dans la collection Le Sens commun, dirigée par Bourdieu chez Minuit, entre son lancement en 1966 et l'année 1978, donc juste avant la sortie de la distinction, la moitié de ces titres étaient des traductions. Donc il y en avait 32, 15 de l'anglais, 12 de l'allemand
4 du grec ancien et 1 du russe. Les presses universitaires ont généralement des chercheurs dans leur comité scientifique et font appel à des experts pour évaluer les livres qu'elles envisagent de traduire. Elles s'enquièrent aussi souvent auprès des professeurs de l'université à laquelle elles sont associées de leur connaissance de l'auteur à traduire avant de prendre leurs décisions. Les logiques éditoriales et académiques sont donc étroitement intriquées s'agissant de la circulation des ouvrages de sciences humaines et sociales. Notons cependant que les logiques académiques ne favorisent pas toujours l'importation d'auteurs étrangers et peuvent même y faire obstacle, comme l'illustre le cas précédemment évoqué de la non-réception de la philosophie analytique et pragmatique en France. C'est en revanche un petit éditeur savant, les éditions de l'Éclat, qui a été le principal importateur de ce courant dans l'édition française jusqu'au début des années 90, parallèlement à un petit groupe d'universitaires animé par Jacques Bouvresse. Par-delà leur implication partielle dans le processus de sélection, les universitaires jouent un rôle dans la promotion des livres traduits, en les préfaçant ou en écrivant des postfaces, en écrivant des blurbs ou des recensions. Ce type de paratexte correspond aux opérations de marquage et d'interprétation que Bourdieu décrit comme cruciales dans le processus de réception après l'opération de sélection. Dans ces opérations s'effectue un transfert de capital symbolique, tantôt du préfacier à l'auteur, lorsque ce dernier est inconnu dans le champ de réception. Par exemple, la préface du philosophe Vincent Descombes à l'intentionnalité d'Élisabeth Anscombe, parue chez Gallimard en 2002, tantôt de l'auteur traduit ou retraduit au préfacier lorsqu'il s'agit d'auteurs classiques. Les institutions académiques participent le plus souvent à ce processus par les aides que je vais brièvement examiner à présent. Les centres de recherche peuvent jouer un rôle dans la formation de réseaux transnationaux, comme par exemple le Centre de recherche international, le CERI de Sciences Po, qui dirige une collection en anglais chez Palgrave. Donc les aides à la traduction, le financement est devenu un élément très important dans la circulation des œuvres en traduction et plus particulièrement des ouvrages de recherche qui sont coûteux à traduire et ne font généralement pas de grosses ventes. Donc les ouvrages de recherche sont représentatifs de ce que Bourdieu appelle le pôle de production restreinte du champ éditorial, comme on l'a vu, à l'opposé des essais d'hommes politiques ou des livres pratiques qui constituent le pôle de grande production de la non-fiction. Comme le décrit un éditeur d'une presse universitaire américaine, toute traduction part avec une subside négative. Donc il existe 4 principales sources de financement pour les ouvrages de sciences humaines et sociales: les subventions étatiques, les aides allouées par des organisations internationales, les dons des fondations privées et les ressources académiques. Ces aides sont inégalement réparties et distribuées et constituent ce qu'on peut appeler le capital économique d'un projet de traduction. Donc il y a les subventions étatiques. Nombre de pays soutiennent l'exportation de leur production nationale en vue de favoriser le rayonnement de leur culture sur la scène internationale, mais ces aides vont plus souvent à la littérature qu'aux ouvrages académiques. Le gouvernement japonais a par exemple appuyé le projet de traduction d'œuvres de littérature japonaise en français dans les années 60. Certains pays comme la France, l'Allemagne, Goethe-Institut et l'Italie ont néanmoins des politiques d'aide à l'exportation d'ouvrages académiques en langue originale et en traduction. Ces politiques peuvent avoir des justifications diverses qui se combinent plus ou moins selon les contextes: rayonnement de la production intellectuelle nationale à l'étranger, soft power ou diplomatie d'influence, comme on dit en français, en disant que ce n'est pas tout à fait la même chose, soutien à l'économie éditoriale. Donc voilà les 3 dimensions. Par exemple, le State Department des États-Unis a soutenu depuis la fin des années 1940 les traductions de classiques de la pensée libérale et néolibérale dans les régimes communistes et dans les pays arabes dans une visée de soft power. En France, où les 3 types de justifications sont invoqués, il existe une politique de soutien à l'édition haut de gamme, upmarket, aussi bien en littérature qu'en sciences humaines et sociales, et elle inclut non seulement l'extraduction, mais aussi, fait assez rare, l'intraduction vers le français. Alors, les organisations internationales. Dans les années 50,
l'UNESCO avait mis en place un projet de grande ampleur pour favoriser la traduction d'œuvres représentatives de littérature, de philosophie et de sciences sur la base de recommandations d'experts de nombreux pays. Ce programme, qui visait notamment à encourager la traduction d'œuvres non occidentales dans les pays occidentaux, a favorisé l'ouverture du marché européen à ces œuvres. Cependant, ce programme a été abandonné à l'ère de la mondialisation et il n'y a pas d'équivalent contemporain. Le programme d'aide à la traduction mis en place par l'Union européenne, Creative Europe Culture, n'inclut plus d'œuvres de non-fiction, contrairement à celui qui l'a précédé. En revanche, les frais de traduction peuvent être couverts par les programmes européens. Alors, il y a aussi les fondations privées. Certaines fondations privées, comme les fondations allemandes Fritz Thyssen et Volkswagen, dispensent des aides aux traductions académiques. Et enfin, il y a les ressources académiques. Un grand nombre de traductions sont cofinancées par les universités ou les instituts de recherche, ou encore les agences de recherche telles que l'ANR en France, par le biais du financement sur projet. Mais l'accès à ce type de ressources est inégal en fonction des ressources et des politiques des institutions. Les établissements les mieux dotés en capital symbolique étant souvent aussi ceux qui bénéficient de moyens les plus élevés. Le capital économique tend à renforcer le capital symbolique plutôt qu'à compenser un déficit. Alors, pour conclure, tous ces facteurs se combinent pour accroître ou limiter les chances d'un livre d'être traduit et favorisent la concentration sur ceux qui détiennent différents atouts. Les chances d'être traduits sont inégalement distribuées entre les langues, les pays, les disciplines, les individus, les livres et les éditeurs. Elles augmentent si le livre est écrit dans une langue centrale, s'il est inscrit dans une tradition nationale prestigieuse pour la discipline concernée, si le sujet, l'approche et le style sont suffisamment attractifs pour retenir l'attention d'éditeurs étrangers, si le livre n'est pas trop long, s'il a pour auteur un universitaire doté d'un capital symbolique national et transnational, et ou diplômé de et ou affilié à une institution académique prestigieuse, et ou ayant accumulé un capital social international s'il est publié par un éditeur établi et réputé dans le domaine concerné. Ces facteurs augmentent aussi les chances d'obtenir des subventions pour les projets de traduction, ce qui renforce en retour la probabilité que la traduction sera entreprise, bien que, comme le fait d'avoir signé un contrat, ce n'est pas une condition suffisante. Les intermédiaires jouent un rôle majeur dans ce processus. Les réseaux académiques et éditoriaux ont été distingués pour l'analyse, mais dans le sous-champ de l'édition académique, ils sont étroitement imbriqués. Tandis que la logique du champ éditorial prévaut dans l'opération de sélection et de transfert, les réseaux académiques interviennent dans la réception et l'appropriation des œuvres traduites. Certains auteurs, comme Žižek, qui visent un public plus large, bénéficient d'une médiatisation dans l'espace public, mais sont rejetés comme essayistes par les agents du champ académique. Plus rares sont les cas de chercheurs qui, comme Bourdieu, Foucault ou de façon différente Piketty, atteignent un public non universitaire à l'international tout en maintenant les exigences académiques. Dans une conjoncture de fragmentation du champ académique, du fait de la spécialisation croissante d'un côté et de contraintes économiques accrues sur le marché mondial de la traduction de l'autre, la position de l'édition de sciences humaines et sociales sur ce marché est de plus en plus fragile et tend à se concentrer sur ces brand names, ces grands noms prolifiques et médiatisés. On peut donc conclure que la tendance actuelle du champ éditorial globalisé ne favorise pas l'intensification ni la diversification des échanges intellectuels, pour ne pas dire qu'elle y fait obstacle. Je vous remercie de votre attention. Bien, bonsoir. Après une communication aussi dense de Didier Chapillot, je vais faire un petit commentaire. Je vais essayer d'être bref pour soulever certains aspects de la question de la traduction, sans entrer un véritable commentaire de ce qu'elle vient de dire. Comme j'ai préparé un petit texte comme l'économie du temps, je vais lire le texte que j'ai préparé. Alors,
et puis, je vais donc accompagner ma communication. J'ai donc préparé 6 ou 7 slides pour que vous puissiez donc suivre l'itinéraire de mon propos. Alors, il m'est impossible, bien sûr, de ne pas me sentir concerné par une étude aussi sérieuse, appuyée sur une documentation riche avec une méthodologie rigoureuse par Gisèle Shapiro. Il me sera également difficile de ne pas souscrire à la conclusion de cette analyse qui dit en substance que finalement, pour qu'un livre en sciences humaines et sociales soit traduit, il faut que cela soit écrit à une langue centrale, inscrit dans une tradition nationale prestigieuse, sur un sujet attractif, un livre en somme pas assez trop long, écrit par un auteur reconnu, affilié à une prestigieuse institution. En lisant et en écoutant ce rapport, je me suis tout de même senti un petit peu gêné, un petit rien qui me gêne dans ce récit, et je me suis demandé pourquoi. Alors, je me suis rendu compte que cette gêne tient à ce qu'on ne voit pas clairement la prise de position de l'auteur vis-à-vis du constat de ce fameux effet Mathieu, dont on sait, comme on le sait, la théorie provient, comme elle vient de dire, de la sociologie américaine de Robert King Martin, et qui ensuite est dans la conjoncture de globalisation néolibérale, a beaucoup servi d'alibi idéologique pour légitimation du néolibéralisme, y compris au Japon. Max Horkheimer, donc de l'école de Francfort, dans son fameux essai de 1937, Théorie traditionnelle et théorie critique, il disait ceci: les théories traditionnelles se contentent de décrire les institutions sociales existantes, plus ou moins telles qu'elles sont, et leur analyse ont donc l'effet indirect de légitimer les pratiques sociales répressives et injustes comme naturelles et objectives. En revanche, la théorie critique, grâce à sa compréhension détaillée du contexte historique et social, plus vaste dans lequel ces institutions fonctionnent, exposerait les fausses affirmations du système à la légitimité, à la justice et à la vérité. Alors, j'ai connu un peu, il y a très longtemps, un peu Bourdieu, il y a peut-être un quart de siècle. Il m'est arrivé d'organiser un séminaire à Komaba avec lui, et je considère que la théorie de Bourdieu s'inscrit davantage dans la lignée théorie critique plutôt que dans le côté théorie traditionnelle. Je pense que si l'on parle de l'effet Mathieu, il ne faut pas en parler selon l'Évangile. Je pense qu'on ne peut plus rester à l'Évangile. Je considère que le contexte actuel de la globalisation n'est pas propice à la parabole évangélique pour ce qui est de la production de livres et de connaissances en sciences humaines et sociales. Car si l'Évangile est sociologique, la crise actuelle est civilisationnelle. Qu'est-ce en effet que la globalisation en matière des livres et publications scientifiques notamment, et surtout en sciences humaines et sociales? C'est l'Internet et la numérisation qui constituent le fond de la crise.
l'Internet et la numérisation, cette mutation des médias, a entraîné la crise du livre. Et cette crise du livre, en tant que médium, frappe de plein fouet les sciences humaines et sociales, dont le support médiumique a été longtemps livresque. Ces domaines de recherche relèvent en fait de la religion du livre en sciences. Enfin, je métaphorise. Donc, en métaphorisant ainsi, on pourrait dire que la traduction a été longtemps une activité d'évangélisation. Un évangile selon Jean-Paul Sartre, un évangile selon Foucault, un évangile selon Bourdieu, etc. À quel sens vouer, c'était longtemps affaire des moines intellectuels traducteurs. Or, ces évangiles relevaient du livre, et la religion du livre est à présent en crise générale, et c'est le sens de la globalisation. Donc, je disais en métaphore que les sciences humaines et sociales, c'est de la religion du livre, que cette religion est en crise et que l'heure n'est pas à l'Évangile. Alors, je dirais maintenant, en métaphorisant encore plus, que l'heure est à la prophétie, à l'Apocalypse, pour les sciences humaines et sociales. Et c'est sans doute le sens, je dirais, le plus profond de cette mutation en cours qu'est la globalisation, autre nom de la technicisation planétaire. On parle beaucoup de crise de sciences humaines et sociales. On tente même d'évacuer ces sciences de l'université quand le gouvernement est barbare, comme ici au Japon. Et ce ne serait pas très grave si la foi reste ardente et intacte. Mais la chose fondamentale est qu'il y a une crise épistémique profonde. Ces sciences ne sont pas seulement persécutées et éventuellement chassées, mais il y a une crise de foi interne aux sciences humaines et sociales. Cette crise épistémologique, je la nomme à l'instar de Foucault, crise de l'homme, sa disparition imminente. Comment faire les sciences humaines quand l'homme n'est plus à la position transcendantale? Neurosciences, génome, brain science, big data, artificial intelligence, etc., etc. Tout cela, c'est une apocalypse pour les sciences humaines. Je ne m'étendrai pas, en fait, longuement là-dessus, car cela nous entraînera trop loin de notre propos. Pour revenir à la question de la traduction, et plus concrètement, que peut-on faire, en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Personne n'est hors du champ. Aucune activité intellectuelle n'y échappe. Je crois que c'était la leçon profonde de Bourdieu. Dans la modernité japonaise, les traducteurs en sciences ont été longtemps évangélistes, comme je disais, par définition. Et en tant que scientifiques, ils ont été en position de dominer la traduction se passant presque exclusivement des langues européennes vers la langue nationale japonaise. Et c'est là la domination cognitive de l'Occident. Là aussi, nous n'avons pas le temps de parler longuement de la question des Lumières japonaises qui sont passées par la traduction, qui était en fait un effort massif de recatégorisation générale des savoirs. Un intellectuel dans la modernité japonaise est donc un agent en fait assimilable à ce malheureux serviteur à un talent
dans la parabole de Matthieu. Cependant, il est loin d'être ce serviteur, il est loin d'être innocent, car tout agent culturel, comme tout agent culturel, il peut faire valoir le peu de capital symbolique cueilli par traduction et essayer de l'augmenter, faire valoir le capital qu'il a obtenu en traduisant, par exemple un Foucault ou un Bourdieu, intervenir ensuite dans le champ de culture idéologique du pays, d'occuper une certaine position académique et cultiver ses stratégies, convertir le capital symbolique pour en faire ses propres théories, et ensuite, etc., etc. Bref, à chacun ses stratégies et sa trajectoire. Ainsi, les subalternes peuvent-elles peut-être aussi parler enfin. Or, que se passe-t-il dans le contexte de la globalisation géoculturelle? Les dominés ne doivent pas rester sans investissement au champ, à moins qu'ils ne se laissent passivement jeter hors de la porte dans les ténèbres, comme dans la parabole de Matthieu. Et c'est là, me semble-t-il, le sens de la parabole de Saint Matthieu. La question est de savoir dans quel champ investir et cultiver le propre jardin. Alors, étant profane en sociologie, je pense néanmoins que la sociologie de la traduction ne doit pas rester une sociologie du marketing de la traduction. L'appellation French Theory elle-même est à faire l'objet d'une critique sociale et épistémologique rigoureuse. Il y était question de bataille cognitive historiquement intéressante, c'est-à-dire changement d'épistémé, mais aussi des conflits des facultés, etc., et qui ont abouti aux émergences de nouvelles disciplines, telles les gendastralismes, comme elle vient d'évoquer, exemple donc Judith Butler avec Foucault, ou le postcolonialisme, exemple Spivak avec le Derrida, etc. Au Japon aussi, dans les années 1980-90, on a été acteur dans les crèves du postmoderne, qui était l'exemple inédit d'une contemporanéité critique des débats des idées reliant l'Europe, les États-Unis et le Japon. Un autre homo academicus qui est au croisement international des champs est à écrire, je pense, de ces débats historiques des idées. À cet égard, il me paraît intéressant de noter que malgré toute pesanteur de la crise des sciences humaines et sociales, on voit les signes d'émergence d'une certaine sphère publique transnationale à la zone de l'Asie de l'Est, Japon, Corée, Chine, Taïwan, qui partagent de plus en plus, en fait, les références aux connaissances en sciences humaines et sociales modernes, y compris donc les French Theories. Une certaine modernité inédite est donc en train d'émerger dans le contexte d'Asie de l'Est grâce à la montée en puissance des pays voisins et par conséquent grâce à un certain tour de la globalisation. Donc les traductions, notamment des classiques, des théories à majorité occidentale, constituent la base de cet autre tour de la globalisation, ainsi
je constate que notre monde va de plus en plus vers un écuménisme au sens assez spécial, palimpséstueux ou translationnel, je dirais, ce qui ne ferait évidemment que par certains côtés négatifs renforcer le fameux effet Mathieu, causant pauvre en esprit dans la mondialisation. Merci. Alors, je voudrais tout d'abord remercier vivement M. Hidetaka pour ses remarques profondes. Il m'a fait prendre conscience d'un problème de réception. Je n'avais pas idée que ce texte puisse être lu comme une description neutre. Pour moi, évidemment, c'est une démystification par la déconstruction des mécanismes qui déterminent la circulation des livres, et elle vise évidemment à nous donner des instruments de connaissance pour réfléchir à comment surmonter ces obstacles. Donc, à la fois, je défends la traduction contre le tout en anglais, et en même temps, je pense qu'il faut prendre conscience et dénoncer les inégalités de la circulation des livres qui est accrue, enfin ces inégalités sont accrues avec la mondialisation. Je suis donc tout à fait d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit, ou presque, je dirais juste un mot sur un point. Et je voudrais dire que dans d'autres travaux, dans le projet Interco-SSH que j'ai dirigé, donc le projet européen, d'autres travaux traitent exactement de la question que vous avez soulevée à la fin des luttes autour de l'appropriation des textes. Et évidemment, il ne s'agit pas de réception passive, mais de construction de théories nouvelles à partir de ces réceptions, d'usages nouveaux, et puis des enjeux politiques aussi. Il y a par exemple un travail absolument remarquable de Mathieu Hochkorn sur la réception de Rawls en France, comment il a été instrumentalisé dans des débats politiques, comment on a traduit le terme de fairness qui renvoyait à la discrimination en faveur des pauvres par le terme d'équité, et qu'on l'a utilisé dans les années 80 contre le terme d'égalité pour remettre en cause les acquis sociaux. Donc il y a des usages politiques des traductions, et on est absolument d'accord là-dessus. Alors, j'ai dit sur un point, mais vous êtes un grand spécialiste d'Internet et de la numérisation, je voudrais dire, effectivement, il y a des effets pervers, bien sûr, d'Internet, mais je voudrais dire qu'Internet est aussi une ressource extraordinaire pour la communication et la circulation des savoirs aujourd'hui. Et je pense en particulier à des pays où les livres n'arrivent pas. En Afrique, aujourd'hui, les livres de savoir n'arrivent pas. Ils sont trop chers et ils sont monopolisés par les grands groupes. Et donc, Internet, c'est une chance extraordinaire de communication. Évidemment, il y a une lutte autour d'Internet. En ce moment, il y a une lutte très vive autour notamment de l'appropriation privée des savoirs par des grands groupes scientifiques comme Springer, Elsevier, Sage, qui en fait monopolisent aussi les ressources qu'on a dans le monde académique pour faire du profit sur le savoir. Donc il y a un enjeu très important autour de ça, et je suis d'accord que le néolibéralisme a introduit cette pression, et que j'ai évoquée dans la période de la globalisation, cette pression pour les profits. Donc c'était sur ce point d'Internet que je voulais revenir. Il y a un deuxième point qui me tient beaucoup à cœur, que vous avez évoqué à la fin, et je vous remercie de l'avoir évoqué. Nous avons un programme à l'École des hautes études en sciences sociales qui est animé par Rémi Benzenguissa, qui va venir au Japon en octobre, sur la question des épistémologies du Sud et la question de comment intégrer ces connaissances avec une prise de conscience effectivement des rapports inégaux du point de vue non seulement de la circulation des ouvrages, mais aussi du point de vue épistémologique. Donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Moi, j'y tiens beaucoup, donc j'ai beaucoup appuyé ce programme. Et moi-même, j'ai commencé à réfléchir du point de vue épistémologique à la question de est-ce que l'intégration des épistémologies du Sud
implique le relativisme épistémologique, ce que j'essaie de montrer que non, pas forcément. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'une petite réponse de M. Ishida, cette réponse de Gisèle Sapiro? Oui, d'abord, vous avez soulevé deux points. D'abord, ce soir, j'ai délibérément choisi une approche un peu provocatrice, parce que le public japonais a tendance à être passif. Généralement, ils sont gentils, mais moi je suis habitué à ce manque de réaction, donc j'ai un peu corrigé l'image des Japonais. J'ai essayé. Mais j'ai pour répondre à vos deux remarques. D'abord, sur le versant Internet. Alors, en lisant votre étude, je me suis demandé cette comparaison des champs éditoriaux aux États-Unis ou en Angleterre et le champ éditorial en France, la configuration des maisons d'édition, etc. Alors, je me suis dit, comment ça va se transformer dans l'évolution des médiums numériques? Parce que, comme vous dites, d'ailleurs, moi, j'étais aussi responsable d'un grand projet de bibliothèque à l'université, et tout le monde, actuellement, on est confronté à la domination des groupes sciences, e-journal, etc., et les groupes académiques comme Springer, etc., l'Outreach, etc. Alors, j'ai remarqué que du côté anglo-saxon, avec les presses universitaires, écrasante majorité presse universitaire, ce n'est pas une même constitution du capital symbolique. Donc, il y a les règles de jeu est complètement différent que le champ éditorial, je présume, le champ éditorial en France, par exemple, qui s'est développé historiquement d'une toute autre manière. Et comment ça, non seulement l'état actuel des traductions, mais quand on pronostique l'évolution de ces rapports, on doit aussi interroger la fonction des revues, bien entendu. Et les revues actuelles, dans le monde actuel, c'est des electronic journals. Donc, c'est encore plus la domination des groupes. Et donc, tout ce facteur, sur le plan théorique, comment la sociologie Bourdieusienne, il y a plusieurs. Différencie ces strates historiques de la configuration des champs. Un champ français de l'édition s'est structuré historiquement au début du XXe siècle, quelque chose comme ça. Mais les champs, notamment en sciences sociales et humaines, le champ éditorial aux États-Unis s'est structuré autour des universités, et donc c'est pas tout à fait comparable a priori. Donc ça c'est une question théorique intéressante à creuser, non pas comparer comme ça, mais donc c'est l'évolution des champs, etc. Comment on entre. On va peut-être laisser. Tu as une autre. Sur le premier point, concrètement, comment l'Internet va, comme vous dites, impacter sur cette configuration des problèmes. Alors, deuxième, c'était c'était quoi? Épistémologique. Bien sûr, épistémologique. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est un autre débat. En fait, l'absence des Japonais, non pas des Japonais, mais des Chinois, etc., dans les champs des sciences humaines, sur la scène mondiale, en fait, en apparence, à la surface, en fait, c'est dû, je crois que c'est dû à l'épistémologie. C'est
question de l'épistémologie, de la modernité, de la modernisation, etc. Voilà. D'accord. On va laisser, bien sûr, Gisèle Sapiro répondre. Oui, merci beaucoup. Ce que vous venez d'énoncer, c'est un programme de recherche. Hein. C'est pas seulement le champ académique français et anglo-américain, mais ça serait, il faudrait prendre le champ éditorial japonais de sciences humaines, le champ allemand qui s'est beaucoup transformé aussi. Donc, et puis maintenant avec ces grands groupes sont internationaux aussi. Elsevier, Springer, ils sont internationaux. Donc il y a à la fois des histoires très différentes et qui conditionnent. Hein. C'est ce que j'ai essayé de montrer, j'ai pas pu vraiment développer, mais on voit bien que les éditeurs comme Le Seuil en France jouent un rôle très important pour introduire les sciences humaines dans le débat d'idées. Dans le monde anglo-américain, les sciences humaines ne sont pas dans le débat public, dans le débat d'idées de la même façon. Donc c'est aussi une clôture en fait du monde académique. C'est pour ça qu'il faut quand même soutenir ces éditeurs, ces éditeurs qui ont été à l'origine de l'accumulation de capital symbolique des sciences humaines dans les années 60, tant qu'ils continuent à soutenir les sciences humaines inversement. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que les contraintes commencent à peser en France aussi. On voit maintenant le développement de presse universitaire, c'est une tradition en France. On avait des éditeurs savants comme Vrin, comme Alcan qui est devenu les presses universitaires de France. Il y a des études d'historiens de l'édition très intéressantes sur ces éditeurs et c'est eux plus que les presses universitaires. Donc ce sont des éditeurs privés. Et les presses universitaires jouaient un rôle assez faible. Par exemple, elles traduisent quasiment pas. Ça a changé un petit peu. Par exemple, les presses universitaires de Rennes, maintenant, se sont beaucoup développées, ont fait un gros travail, ont commencé aussi à traduire. Voilà. Donc, et on voit aussi se développer le modèle anglo-américain, Garnier, qui est un éditeur savant, qui publie des livres à 50 voire 100 €, ce qui en France ne s'était pas vu auparavant. Donc il y a aussi une influence maintenant de ce modèle qui menace encore une fois la circulation des savoirs, parce que aucun étudiant ne peut acheter un livre à 100 €. Déjà à 30 € c'est difficile. Donc c'est vraiment une menace pour la circulation des savoirs. Et donc on voit se développer aussi toute cette littérature parallèle sur Internet qui donne accès en fait à ces savoirs. Voilà, juste sur l'épistémologie, je pense que ça serait un autre débat qui est passionnant et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que sur l'épistémologie, on peut faire un colloque. Absolument. Et plusieurs même, sans aucun problème. Nous en faisons d'ailleurs là à Dakar. Je vous remercie tous d'être venus si nombreux ce soir. Et puis, je vous propose d'applaudir à nouveau donc Gisèle Sapiro et Ishida Hidetaka pour donc leurs exposés passionnants. Merci beaucoup.